Bonsoir. Elle a toujours voulu chanter, elle chante et elle signe aujourd'hui les paroles de tous les succès qu'elle cumule. C'est une artiste qui nous guidera ce soir sur les chemins de Faut pas rêver. Chemins qui nous mèneront au Togo pour commencer. Tiens, c'est un chanteur que nous retrouverons là-bas, mais ce n'est pas simple dans ce petit pays d'Afrique centrale pour devenir une star. Pour l'instant, c'est même plutôt la galère pour Van Buena. En France, dans le sud-ouest, on ne devient pas non plus une vedette comme ça, du jour au lendemain. Surtout quand on veut être torero. Le destin de ces jeunes va se jouer le temps d'un week-end, celui du Bolsine. Enfin, direction la Belgique, Bruxelles, où d'étranges silhouettes hantent les rues. Étranges, pas tant que ça, vous les avez sans doute reconnus, ce sont des héros de bande dessinée. Axel Red, merci de nous retrouver dans cette émission. Faut pas rêver, merci de faire le voyage avec nous. Comment avez-vous trouvé le temps, tout simplement, de nous rendre cette visite? Parce que vous devez être débordé entre les promotions obligées, j'allais dire, des albums, et les tournées, etc. Ben, obligé, je veux dire, en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de promotions et qu'au départ, c'est le côté artistique qui est le plus drôle, on ne va pas dire le contraire. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le jour où on ne vous demande plus pour les télés, c'est là où on se dit il ne faut jamais se sentir trop blasé ou ne pas trouver le temps pour faire des émissions. Donc je suis très contente d'être là. Bon, ben, je vous dis pas merci alors. Et puis il y a une vie privée quand même à gérer. Merci quand avec, même. Avec une fille toute jeune, 8 mois. 8 mois aujourd'hui. C'est son anniversaire. Moi, je fête tous les mois. Quasiment tous les jours, en fait. Janelle qui a une double vie d'artiste, elle vous suit entre Bruxelles et Paris? Oui, en fait, elle est née à Paris. Et pour l'instant, elle a une double nationalité, mais elle devra choisir, je crois, à 18 ans. Mais elle a... en fait, j'ai lu que pour qu'elle ne soit pas perturbée, il faut qu'elle ait ses points de repère partout. Et donc, elle a... Quand j'achète des jouets, j'achète les mêmes, les vêtements, c'est les mêmes. Petite vénarde. Elle a tout 2 fois, donc à Paris, ici. C'est le bonheur total, mais ça change tout, quoi. Notre première destination, c'est l'Afrique, le Togo, un pays 10 fois plus petit que la France, une bande de terre étroite, coincée entre le Bénin et le Ghana, un pays agricole avec un port sur l'Atlantique, celui de la capitale, Lomé. Autant vous dire que la ville est un centre économique et commercial qu'un homme a cependant choisi pour faire carrière dans le showbiz. Il est venu d'un pays en guerre, le Congo, avec ce rêve de réussir. Régis Michel et Christian Oxemery ont croisé sa route semée d'embûches. Ok, c'est bon. Toyo Kana, le linge sale se lave en famille. Voilà, c'est un peu l'esprit de la chanson que tous les enfants du Congo doivent s'unir, que tous les enfants du Congo doivent parler le même langage, qui sont frères et sœurs, et que nous avons un seul Dieu, nous avons un seul pays, nous avons une seule nation. Attendez, une phrase qui vient là. Lomé, capitale du Togo. C'est ici que Van Buena a débarqué il y a quelques années avec sa femme Lucie et leurs 3 enfants, Lumière, Linéa et Sephora. Van et Lucie sont congolais, nés tous les deux à Brazzaville. Ils voulaient être médecins, mais la vie, la malchance, les guerres et les coups d'État en Afrique en ont décidé autrement. La marche. On a quitté Brazzaville, donc le Congo, pour Lomé. C'était pour faire des études. Et après, on était obligés d'aller à Cotonou à cause de la grève et tout ce qui s'est passé ici en 92. Et bon, là, on n'a pas pu continuer les études non plus. Aujourd'hui qu'on se retrouve là, on est artiste. Pour moi, en tant que femme, épouse et mère, c'est pas facile. Alors, je viens de sortir un nouvel album, alors il me faut une séance photo pour
pour la jaquette. Il faut une très belle jaquette pour l'événement. À 5 ans, il chantait du gospel à l'église. À 15 ans, il débutait à Brazzaville une carrière de chanteur. À Lomé aujourd'hui, il tente de poursuivre l'aventure. Oui, Van est bien un artiste, mais il est surtout courageux et débrouillard. Car pour réussir dans la chanson, ici en Afrique, il faut être soi-même auteur-compositeur, interprète, producteur, manager et même conseiller artistique. C'est bon, pas trop, légèrement. À ce niveau-là. Le look fait partie de l'esprit, de l'âme d'un jeune Congolais, d'un artiste. Et à travers le look, on peut exprimer des sensations, des sentiments qui sont profondes. Vous savez, la musique, c'est l'art de dessiner des émotions. Alors il faut les dessiner d'abord à travers une pochette, à travers une jaquette. Écoute-moi bien, je veux une photo vraiment claire. Ah oui, je veux une photo claire. Dégager légèrement la poitrine, je vois. Oui, c'est bon. Attention. La position c'est bon. Vas-y, mais prends comme ça, c'est bon. Ne vous en faites pas. Oh, mais dis donc, tu me casses le feeling là. Non, vas-y. Hein? Non, pendant que je chante, tu fais des photos. Ouais, ok? C'est bon. Ouais, tu tournes légèrement la tête. Ouais, comme ça va. Dans quelques jours, Van Bwana doit donner un concert dans le nord du pays. Il lui faut donc répéter. Mais sans argent, ou presque, il est difficile de convaincre les musiciens. Voilà. Dis que je prends donc 50 plutôt, pas 3. Je ne peux pas promettre ça. Ah ouais. Tu vois, non? Je n'ai pas vu ça, mais les 20 000 la base, bon, ça c'est OK. Le studio est minuscule et quasi préhistorique, mais les musiciens sont excellents et Van à la pêche. En un quart d'heure, il improvise une chanson pour son pays, le Congo. Attendez. Mais tout le monde chante là, tout le monde chante. Hein? C'est tout le monde qui chante. Écoutez s'il vous plaît, il faut vivre la chanson. Ok? On y va. Cette chanson, c'est un cri, parce que au moment où j'allais pour la répétition, j'ai reçu une lettre de mon frère du Congo, qui vient de me faire un résumé de tout ce qui s'est passé au Congo, en ce qui concerne ma famille, et puis pour les voisins qui ont perdu des vies. Alors je suis un soldat. J'ai derrière moi une armada, des armées entières, ce sont des notes, des accords, ce sont des mélodies que j'ai. La chance, ce Van Bwana, il a du courage en tout cas, et la foi. Je veux dire, mais je crois qu'il va... On peut pas dire, je crois qu'il va y arriver, parce que je veux dire, apparemment, il a tout ce qu'il faut pour arriver, je veux dire... Sur le plan musical aussi. J'aime bien, je veux dire, j'étais là en train de taper le pied, il chante bien. Cette rythmique africaine, d'ailleurs, j'arrive pas à la cerner, quoi. Ils ont tellement d'autres... Pourtant, moi-même, je fais une chanson quand même assez rythmée qui est inspirée de la musique soul, qui vient quand même d'origine, à la limite, de l'Afrique, même si elle est allée aux États-Unis avant.
même contre leur volonté. Mais non, franchement, moi je trouve que sur le plan musical, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Il a un chouette visage, il a surtout une grande volonté et apparemment ça ne suffit pas. Donc je peux simplement... il faut espérer et je veux dire, il doit continuer comme il fait, quoi, à y croire. Et je veux dire, je ne peux pas comparer son cas au mien. Un petit peu oui, parce que je veux dire, je crois que chaque artiste qui veut y arriver, il faut continuer à y croire. Et moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps. On connaît des galères, toujours. Oui, moi j'ai passé 10 ans à attendre que mon premier album sorte. J'ai sorti mon premier single à 15 ans. Mais je veux dire, je peux quand même pas comparer ma situation à la sienne. Je veux dire, je peux pas dire que je mangeais pas, ou je veux dire, c'est pas qu'ils mangent pas, mais je veux dire, je ne vivais pas dans des circonstances pareilles. J'avais quand même une vie normale. Je vivais dans un pays où il y avait moins de problèmes économiques quand même. Une double vie, parce que l'envie de chanter, le chant, de toute façon, les disques qui sortaient, et puis une carrière aussi, j'ai terminé mes études de droit, mais sans jamais vouloir, avec jamais l'idée de devenir avocate. Mais je veux dire, ça me donnait la possibilité d'avoir quand même à chaque année une satisfaction, de réussir quelque chose au moins et de ne pas devenir frustrée. Et je crois que je me suis 5 ans, en tout cas les études, et donc je crois que je me suis donné 5 ans de plus pour la musique. Bah, bravo, belle échéance. L'Afrique, sinon, vous l'avez découverte seulement à partir de la Coupe du Monde avec Youssou N'Dour ou Mais en fait, ce qui est étrange, c'est que le seul pays que je connais un peu en Afrique centrale, je veux dire, je connais un peu l'Afrique du Nord, mais c'est plutôt le Maroc, c'est le Maghreb, Tunisie. Je connais le Sénégal, mais j'étais avant que je connaissais Youssou N'Dour. Et Youssou, malheureusement, il m'avait invité... le jour de Noël, il avait un grand concert sur le stade. C'était l'équipe de Dakar ou en tout cas l'équipe de Dakar qui jouait. Et moi, c'était impossible pour moi de venir. Mais je sais qu'on se téléphone parfois, on s'envoie des fax. Et je crois qu'un jour, il va me faire découvrir le Sénégal. Et j'ai envie de découvrir l'Afrique. C'est vrai que je connais, moi qui voyage quand même pas mal. Pas mal, ouais. Je connais assez bien l'Asie, surtout l'Asie sud-est. Oui. Le Cambodge, le Vietnam, la Birmanie. J'étais un tout petit peu en Amérique latine. Et l'Afrique noire, parce que j'étais en Afrique du Sud, mais ça n'a rien à voir. J'ai envie de découvrir. Mais franchement, tout ce reportage m'a... touché. Ça m'a fort touché. On revient en France. Comme beaucoup, les jeunes gens que vous allez voir maintenant rêvent de gloire. Eux, ce qui les fait vibrer, ce sont les clameurs de l'arène. Ce qui les fait frissonner, c'est d'être face à un taureau. Mais la concurrence est rude et les meilleurs d'entre eux jouent leur destin dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, où Bernard Dussol et Laurent Devaux les ont vus rire et pleurer. Un petit village en terre landaise, pas très loin de Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, Marie sonne les cloches avec une vigueur accrue. Elle annonce Marie que les rues de Boug vont s'animer, que les esprits vont s'échauffer. Elle sait, Marie, que dans l'arène toute proche, la terre va trembler. C'est le week-end du Bolsine, 2 jours de passion, de danger. Samedi matin aux arènes, Jérémy Bantis, regard inquiet. Cet apprenti torero est venu d'Arles avec son père, son professeur de tauromachie et son valet de cap. Dans l'après-midi, Jérémy va affronter l'une de ses 10 vaches. Là, ce sont plutôt ce qu'on appelle des bécéristes, hein, c'est-à-dire les aspirants toreros. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un lot de bétail très sérieux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a légèrement épointé un petit peu le bout de la corne, de manière à éviter un accident grave. Car il ne faut pas oublier que ce sont des débutants, mais devant des vaches qui d'habitude sont travaillées par des professionnels.
Boug prend un coup de jeune. Les concurrents du Bolsín sont âgés de 16 à 18 ans. Tous se destinent à une carrière de torero. Le chemin sera long, parsemé de doutes, de blessures, d'actes de courage. Chaque apprenti torero doit affronter une vache. C'est l'heure du suerto, le tirage au sort. On confie au hasard le soin d'organiser le face-à-face entre la bête et l'homme. On est dans la même usine. 67. Bien, bien. Elles sont toutes jolies. C'est une noire. C'est la 73. La 73, la rouge, elle permettra. Mais c'est la plus grosse, mais la première rouge, elle est en dernier. La partie s'annonce serrée. Jérémy devra compter avec quelques rivaux talentueux, comme Aurel Franco, élève dans une école taurine espagnole où il s'entraîne 8 heures par jour. Ah, j'en ai collé des baffes à celui-là. Déjà tout petit, il prenait les serviettes de toilette pour faire semblant de torer. Il ramassait tous les chiffons qui traînaient pour faire le torero. Et moi, je lui filais des claques en lui disant de se calmer. Aurel, dernier rejeton d'une famille marquée par une terrible tragédie. 8 ans plus tôt, son frère aîné a été abattu comme un chien par un éleveur. Fauché en pleine ascension, alors que tous voyaient en lui une future étoile des corridas, Aurel a repris le flambeau. Quand je pénètre dans l'arène, c'est toujours avec l'idée d'aller aussi loin que mon frère l'aurait fait, c'est-à-dire devenir aussi un grand matador. Ma famille et mon entourage me font énormément confiance. Je crois que pour eux, c'est une manière de continuer à faire vivre mon frère. Même palier, chambre opposée. Jérémy tourne en rond sous l'œil de Didier, son valet de cap. Mon fils également est à l'école taurine et à quelque part j'ai une angoisse que ce soit mon fils ou les autres. Le coup est le même. Hein. Je suis ébahi, quoi, parce que se joue la vie, quoi, quelque part. Jérémy lui parle peu, quelques mots, la gorge nouée. Il est déjà dans l'arène. Le taureau qui est gros, même qu'au début, tout ça. Même si on reste pas quiet, t'aurais que de le faire passer, de voir du poids, tout ça, et que ça, c'est très vite. C'est inexplicable. Dix concurrents, 10 vaches. Les règles sont simples, pas de picador, pas de banderille, pas de mise à mort. Spectacle dans l'arène, agitation dans le Callejon, cet étroit couloir réservé à l'entourage des toreros. Là, c'est le père d'Angèle, Fernando, qui distille ses conseils. Ahí, dásela, dásela, dásela. Ah. Oui, je suis très fier de lui. C'est un gamin qui ne vit que pour ça. Il n'a qu'une idée, c'est devenir torero. Il s'entraîne, il fait du sport. Il passe ses journées avec la muleta à la main. Il pense qu'à ça. C'est au tour de Jérémy. Son père, lui, s'est fait discret.
Pour le guider, Jérémy s'en remet à Tino, son professeur à l'école taurine d'Arles. Lève la moulette, tu te recroises. Jérémy. Le public réagit pas trop. Ça vous inquiète? Un petit peu. Toi qui es le moulette. Simulacre de mise à mort, finalement Jérémy ne s'en tire pas trop mal. Les concurrents restent tendus. Dans quelques minutes, le jury va désigner les 3 élus, ceux qui iront en finale le lendemain. Le premier qualifié, c'est Angel Franco. Il y a également Jérémy Banti. Je suis aussi très content pour Antonio Manuel Gomez. Dimanche matin à l'aube, on retrouve les mêmes, les pères, les valets de cap, les organisateurs du Bolsine. Ils découvrent le bétail qui sera toréé dans l'après-midi. Ces jeunes taureaux sont âgés de 2 ans. On les appelle des novillos. Maintenant, les 3 apprentis jouent leur carrière. Le vainqueur se verra offrir plusieurs engagements dans des arènes de renom. Il deviendra alors novillero, première marche vers une carrière de matador. Jérémy n'ira pas plus loin, il est éliminé pour la finale. Son entourage se fâche, le président du jury est obligé de venir expliquer son choix. Après ce qu'il m'a dit. Non, mais il ne faut surtout pas croire que c'est anti-français, entre guillemets, a priori. Surtout pas. On s'en va. Tu salues la présidence avant et on s'en va, avant la fin. On s'en va. Je m'en fous de me foutre tout le monde dans la gueule. Parce que les gens, ils vont se mettre maintenant contre vous dans la gueule. Je te le dis. Oui, mais il faut accepter, hein, je veux dire, il y a un jury, il faut... Bon, il est certain que si le taureau il tombe à son 2e coup d'épée, je pense qu'il fait la différence, mais bon, ça c'est pas passé comme ça. On s'en va, je crois. Oui. Manuel, Enrel, 2 pouces de torero pour une finale indécise. Manuel est un coriace, il va placer la barre très haut. Alors, s'il veut remporter le Bolsine, Enrel va devoir prendre tous les risques. Yeah. Quítate ya. Agua, agua. Agua. Despacito ahí. Que no toque. Mira. ¡Ole! Lígalo. ¡Ole! ¡Vamos ya! Despacito. ¡Ole! Agui. Toqui. No pasa nada, venga. Trátelo. Venga. Bien. Ese es el toreo. Agua. Le courage, le talent, le comportement général pendant 2 jours d'Angel Franco vont faire la différence. Le 5e Bolsine de Boug se termine sur le triomphe d'un jeune homme et sur les larmes de joie de son père. Qu'est-ce que vous ressentez là?
Oui, je suis très ému. Je suis vraiment très très heureux. C'était vraiment une belle faena. Ah oui, un superbe torero. Jour de gloire pour Angèle, il sait désormais qu'il sera matador. Axel, pendant qu'on regardait le reportage, en même temps, vous placiez de temps en temps des phrases de cette belle chanson de Cabrel. Oui. On a compris où vous vous situez par rapport à la corrida. Est-ce que vous trouvez quand même certaines images belles? C'est-à-dire que c'est ça qui, je trouve, un peu vicieux dans ce sport ou ce ballet ou cette cérémonie, je ne sais pas quel nom donner à cette chose, c'est que en même temps, il y a une beauté, il y a quelque chose d'artistique dans le comportement du toréador. Je veux dire, c'est beau comme il bouge, le costume, c'est beau, il y a cette fierté. Et en même temps, je veux dire, pendant quelques secondes, à cause de ça, on oublie qu'on est en train de tuer un animal. Et c'est justement cette contradiction qui je trouve un peu pervers. Parce que les gens, c'est comme si tous les gens qui sont sur la tribune, je ne dirais pas que c'est tous des criminels ou des sadiques, mais quand même, à mon avis, c'est presque pareil, quoi. Ils oublient qu'entre-temps, il y a un animal qui est en train de mourir. Donc, moi j'ai beaucoup de mal, et c'est vrai que bon, en tant que fan de Cabrel, je trouve que c'est sa plus belle chanson, il n'aurait pas pu mieux décrire ce que ce taureau vit. Et donc moi c'est clair que je crois qu'on est tous les deux d'accord qu'on est complètement contre cette chose, mais en même temps, je ne crois pas qu'on arrive à comprendre que quand on est né dans un endroit pareil, et que ça fait partie de tes traditions, ta culture, que tes parents ont eu ça. Ils sont baignés là-dedans tout petit. Oui. Et donc, je veux dire, je suis sûre qu'ils voient ça différemment. Alors vous, c'était le club de foot et la musique, et votre culture? C'est plus innocent, quoi. Je dirais, c'est vrai que le match de foot, des fois, ils se font mal aussi. Souvent avec des paroles. Ouais, j'ai vu ta femme hier. Oui, moi, des fois, ils se font vraiment mal, quoi. Ouais, physiquement. Mais c'est quand même plus innocent. Mais ça fait penser à ça, le père qui amène le fils le dimanche après-midi. Écoute, mon fils, tu vas devenir un bon joueur. Et moi j'allais avec mon père, en fait. Mais je veux dire, on allait tous les deux voir. Moi, il venait pas avec moi pour jouer au foot. Moi, je déposais mon père sur la tribune parce qu'il était président. Sympa. C'est la fille qui amène son papa au club. Non, et je suis étonné parce que le rouge étant votre couleur préférée, fétiche, etc. Ben là, désolé pour le bleu qu'il y a ici. Pardon, faute de goût, on le sait. Là, vous m'avez pas parlé de la cape. Ben non, c'est un détail qui m'a échappé, en fait. Vous évoluez, vous changez. En fait, c'est très bizarre, mais le bleu et le rouge ensemble, c'est le mauve. Alors on revient à mon père, parce que lui, sa couleur préférée était le mauve. C'est un autre, comment dire, complexe, notre traumatisme quand j'étais gosse, parce qu'en fait, notre tapis plein chez nous, les années 70, tu vois, tout autour, c'était mauve. Tout autour de la pièce, en mauve. Oui. Et dès que mon père devait me choisir un jouet, c'était en mauve. Donc, à part mes jouets bleus que tout le monde m'achetait parce que j'avais les yeux bleus, c'était bleu ou mauve. Et maintenant, Janelle a les yeux bleus et je me rends compte que je fais la même erreur. Je lui achète tout en bleu. Donc voilà. Dites-moi, je ne savais pas que l'on pouvait feuilleter Bruxelles comme un livre. Bruxelles qui est le berceau de bien des auteurs de bandes dessinées qui ont puisé directement leur inspiration dans la ville. Leurs héros sont juste